Lumineo, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Didier Pleu, docteur en psychologie du développement et l'auteur du livre « Autorité éducative, une urgence », paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la vie bonne et heureuse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Pleu, psychologue clinicien et auteur de références sur l'éducation des enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains parents semblent répéter des erreurs de leurs propres parents, tandis que d'autres réussissent à briser ce cycle? Ou encore, comment nos premières années de vie influencent réellement notre façon d'élever nos enfants? Didier Pleu remet en question les idées reçues sur le déterminisme psychologique et propose une autre approche de la parentalité. Dans cet entretien, nous explorerons son concept de synthèse de vie qui suggère que ce n'est pas seulement ce que nous avons vécu, mais aussi comment nous avons interprété ces expériences qui façonnent notre manière d'être parents. Nous discuterons également des différentes influences personnelles, culturelles et sociétales qui rentrent en jeu dans la complexité de la parentalité. Ce podcast vous invite à une réflexion éclairée sur des sujets essentiels: l'autorité, la résilience et la construction de nos valeurs. Que vous soyez parents, futurs parents ou simplement intéressés par la psychologie humaine, cet échange promet d'apporter des perspectives nouvelles et enrichissantes. Pour comprendre comment aborder les défis de la parentalité avec sagesse et discernement, nous recevons Didier Pleu, psychologue, clinicien, psychothérapeute. Didier Pleu dirige également l'Institut français de thérapie cognitive. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont le livre qui nous réunit aujourd'hui, L'autorité éducative, une urgence, paru aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Didier Pleu, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi, merci. Alors, à quel point nos expériences d'enfance influencent-elles notre manière d'être parents ? Vous l'avez dit dans l'introduction, vous avez bien compris qu'effectivement, je lutte contre cette idée reçue du déterminisme. On a toujours dit que, en gros, si on a vécu avec un parent colérique, on risque de devenir un gentil Dalai Lama, ou au contraire, on va répéter des schémas colériques, comme si, effectivement, ce qu'on a vécu, pouf, voilà, le mode parental, le même ou à l'inverse. Moi, ce que je dis, et c'est ce que vous avez compris, c'est ce que l'enfant va interpréter, quoi. Qu'est-ce qu'il va décider? Il peut très bien, très tôt, décider de voir que, c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin par rapport à mon enfance, que si son père est injuste, je vais essayer de trouver des justes ailleurs. On n'est pas obligé de dire, je vais me rebeller contre lui ou faire autre chose, quoi. Donc, c'est ça le propos. On construit soi-même l'interprétation de son enfance, sinon c'est déterminant et assez triste. Alors, est-ce que tous les parents, par exemple, maltraitants, ont eux-mêmes été maltraités ? Non, il y a des parents maltraitants qui ont été maltraités, on trouve toujours ça, mais si on regarde bien dans les recherches en pourcentage, il y a énormément de parents qui ont une enfance difficile et qui ont construit justement tout un univers pour ne pas répéter les choses parce qu'ils ont été bien conscients de leur maltraitance. Donc c'est pas un truc inconscient qui leur passe au-dessus de la tête. Ils ont vécu des choses terribles, il y en a qui ne veulent pas reproduire. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui reproduisent. Mais de dire que la reproduction, c'est la norme, non, j'y crois pas du tout. Comme vous expliquez dans votre livre, qu'il y a des personnalités qui sont devenues maltraitantes alors qu'elles ont eu des enfances tout à fait heureuses. Vous pourriez développer, par exemple, en Allemagne nazie, vous citiez des personnalités. Quand vous parlez effectivement du nazisme, il y a des gens, je me souviens quand on regardait les films de Haneke, les rubans blancs, on nous disait une culture très nationaliste et protestante, ça donne des petits fascistes. Oui, sans doute. Mais on a vu aussi qu'il y avait énormément de nazis qui étaient des gens qui avaient été, comme dit Primo Levi, mal éduqués. C'est-à-dire pas mal éduqués dans le sens nationaliste, mais mal éduqués dans le sens permissivité, fais ce que tu veux, t'es grandiose, la toute-puissance, quoi. Donc non, tous les schémas sont possibles. Alors comment les différentes expériences de vie influencent-elles la parentalité, Didier Pleu ? Ça influence la parentalité parce qu'effectivement, tout au long de notre vie, on fait des petites synthèses. Donc quelqu'un qui a vécu l'injustice va peut-être devenir plus humaniste et plus empathique qu'un autre parce qu'il a souffert de ça. Donc je pense que consciemment, avec notre histoire, si on l'accepte et non pas si on la détourne ou on la refoule, on peut construire des choses, quoi. Et toutes les personnes que je rencontre en psychothérapie, souvent, ils sont persuadés que ce qui s'est mal passé va être l'explication de leur pathologie, de leur dysfonctionnement actuel. Et en fait, c'est très souvent, ils se rendent compte que non, c'est ce que vous avez pensé.
de la situation. Vous avez pensé que votre père autoritariste ne vous aimait pas, mais quand on a 8 ans, on peut pas se dire c'est simplement une pathologie paranoïa, mais il est peut-être capable d'aller au football avec moi. On se dit pas ça, on se dit je suis mauvais, je suis méchant. Donc il y en a qui se disent je suis méchant, je suis mauvais, jusqu'à ce que, je sais pas quoi, un thérapeute ou quelqu'un d'autre leur dise non, tu t'es trompé. Mais il y en a d'autres aussi qui voient les différences, qui disent ok, il est pas bon là-dessus, mais il est bon ailleurs, etc. Donc moi je crois que c'est très optimiste de dire ça. Et vous parliez de résilience dans votre introduction, c'est ça la résilience. C'est penser différemment la vie, ses émotions, son ressenti, mais aussi son histoire. Accepter, en fait, dans le sens pas résignation, mais j'accepte, c'est-à-dire je reconnais que j'ai eu telle enfance ou telle adolescence, mais maintenant, quelle est ma part de responsabilité pour ma vie? Et non pas papa, maman, la bonne et moi. C'est pas de ma faute. Alors, quel rôle joue le tempérament, bon, les expériences de vie, on vient d'en parler, et le contexte socioculturel dans notre manière d'exercer la parentalité? Oui, il y a quand même 2 variables essentielles dans l'éducation. Alors, le premier, je dis souvent, ce sont nos croyances psy, on en reparlera sans doute, mais qui sont aussi la déterminante. Selon ce qu'on croit, on va être obligé d'éduquer de telle ou telle façon. Mais il y a aussi, bien sûr, le sociétal, parce que dans un contexte... Moi, j'ai connu un adolescent de 68, c'était quand même l'individualisme, enfin, qui était prôné après des années de... je dirais un peu d'enfants, adolescents assujettis, quoi. C'était pas la préoccupation, le développement personnel à l'époque. Donc, c'était nécessaire qu'il y ait un changement. Mais on a été beaucoup trop fort dans cette idée de l'individu avant tout, parce que l'individu avant tout, c'est la négligence de l'autre. Donc ça, rapport sociétal depuis 50 ans, où l'éducation, on n'arrête pas de dire attention, elle est soupçonnée de castrer, d'inhiber l'enfant, donc faut mieux épanouir l'enfant. Oui, on est d'accord pour l'épanouir, mais trop l'épanouir, c'est le déshumaniser. Et puis le troisième rapport, c'est le tempérament dont on veut pas parler. C'est pour ça que souvent, je suis attaqué parce que je critique l'éducation de bienveillance à la française, parce que j'ai participé à des programmes d'éducation positive anglo-saxons, donc je suis pas contre, mais à la française, on néglige le tempérament. Je pense qu'un enfant timoré, anxieux, hypersensible a besoin de la bienveillance, à la française même. Beaucoup d'empathie, valorisation, beaucoup de protection. Mais les tempéraments, il y en a de plus en plus fougueux, un peu leader, très extraverti, très gourmand de la vie, très pulsionnel. La bienveillance, ça ne marche pas, parce que la bienveillance est vécue comme une faiblesse et une absence d'autorité. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec les théories qui disent que notre enfant, surtout les premiers jours, comme celle soutenue par exemple par Boris Cyrulnik, décide de notre rôle de parent. Que dites-vous des recherches qui montrent un lien important entre les traumatismes de l'enfance et les problèmes de comportement des parents? Bien sûr, il y a des recherches neuroscientifiques qui montrent bien que au niveau du fœtus, l'enfant est très sensible au son, aux voix ou des choses comme ça. Mais de là à dire qu'il y aura des traumatismes ou des grandes dépressions à la naissance si effectivement l'enfant n'a pas une chaleur ou un tactile assez positif. Et c'est là que je ne comprends pas, parce que on peut pas être théoricien de la résilience et puis nous dire d'un autre côté que si la maman est traumatisée pendant sa grossesse, l'enfant sera forcément dans une dépression grave. J'y crois pas. La résilience, c'est justement les enfants du Kosovo, les enfants et on le verra bientôt malheureusement, les enfants de Gaza, les enfants d'Israël, etc. Non, c'est pas parce qu'il y a des massacres et des choses, des traumatismes personnels ou sociétaux que l'enfant est cassé. Justement, ce qui est formidable chez l'humain, c'est que il rebondit toujours. Moi, j'ai connu des rescapés de l'Holocauste, du génocide, rwandais, et c'était fabuleux parce que tous me disaient pareil, ils avaient vu des choses terribles. Tout petit, très 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 jeune, même sans grande conscience de ça. Et non, c'est après toute la reconstruction qui est faite, toute l'acceptation qui fait que l'humain se réhumanise et non pas c'est foutu, quoi. Alors, vous défendez l'importance de l'autorité dans l'éducation des enfants. Comment conciliez-vous cette nécessité avec le risque de basculer, vous en parlez très bien dans votre livre, dans l'autoritarisme, qui peut lui-même engendrer des conséquences négatives pour le développement de l'enfant? J'ai particulièrement aimé aussi l'exemple que vous donnez quand vous étiez jeune psychologue dans une maison de redressement. C'était un foyer d'action éducative. Les maisons de redressement, c'était dans les années 50. Moi, j'étais dans les années 70. Donc, c'était particulièrement l'éducation qui était prônée. Donc oui, pour reprendre votre question... Oui, ce qu'on appelle une maison éducative s'appelle une maison de... foyer d'action éducative, voilà. C'est-à-dire que c'est des juges qui envoyaient des adolescents dans ces foyers-là, mais c'était très, 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 très moderne, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est la maison, la rue ou la psychiatrie pour ces enfants-là. Donc oui, c'est là que j'ai appris l'autorité. Parce qu'à l'époque, effectivement, on sortait des années 68 et même dans l'établissement où je travaillais, la version 1, c'était sociologique, marxiste, c'est-à-dire s'ils sont délinquants, c'est qu'ils sont carencés sociaux.
Et l'autre version, c'était la version freudienne. S'ils sont délinquants, c'est qu'ils sont carencés affectifs, ils manquent d'amour. Et ce que je voyais, c'est que, oui, on les acceptait, on les aimait, on vivait avec eux, puisque c'était en internat. Et ce que je voyais, c'était plutôt l'action éducative qui les changeait. On ne pouvait pas changer le sociétal. Avec notre foyer, on n'allait pas augmenter le SMIC avec notre foyer ou donner des bons travaux à nos ados. Mais je voyais aussi que toute la partie où on travaillait sur l'affectif avec les psys de l'établissement servait pas à grand-chose, quoi. Le verbe, non, c'était ça ce qu'ils prônaient, quoi. Le verbe va leur permettre de ne pas passer à l'acte. Moi, ce que je voyais, c'est qu'ils étaient dans les groupes de psychothérapie analytique, ils parlaient beaucoup et ils passaient à l'acte dès qu'ils sortaient. Donc, j'ai douté des hypothèses théoriques, surtout psychanalyse. Parce que quand ces institutions-là ont négligé l'éducation, c'est-à-dire pour des groupes de psy, des groupes de thérapie individuelle, pour la créativité, faire du théâtre, des tas de choses, en fait, pour du développement personnel, les récidives devenaient de plus en plus grandes et c'était un échec. Et tous ces foyers-là ont fermé dans les années 80 parce que ça coûtait de l'argent et ça ne donnait plus rien, parce qu'on ne faisait plus d'éducation. Alors, non aux maisons de correction qui ne faisaient que de l'éducation coercitive, traumatisante, nulle, mais non plus à ces foyers qui étaient devenus des lieux de thérapie individuelle, qui ne donnaient rien. Parce que l'éducation, c'est apprendre un métier, rattrapage scolaire, sport, créativité aussi, bien sûr, mais accepter l'effort, accepter l'autre, enfin, dans le concret, et non pas simplement parler. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai, à un moment donné, viré ma cutie, dans le sens où j'ai vraiment dit, non, il faut que je quitte ces hypothèses toutes faites, psy, et qu'on retrouve du bon sens. Et après, j'ai bien vu que il y avait un grand parallèle entre ces enfants ados que je voyais en consultation et mes délinquants, c'est-à-dire c'était pareil. Est-ce que c'était des carences affectives? Je regardais bien dans les dossiers, dans l'histoire, rarement, mais je voyais souvent des enfants qui avaient fait ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Pas d'autorité, pas de frustration, pas de contraintes, pas de modèle dans la famille. Donc voilà, j'ai construit un peu mon hypothèse, vous avez dû voir maintenant depuis quand même 23-24 ans, avec le premier livre qui était de l'enfant roi à l'enfant tyran, quoi. Les gens disaient, mais comment ça se fait qu'il soupçonne un enfant de pouvoir devenir tyrannique? Il devient tyrannique s'il ne rencontre pas une autorité devant lui, s'il a un tempérament pulsionnel, s'il est dans un contexte de consommation et s'il est dans un contexte aussi éducatif trop permissif. Alors, vous n'êtes pas d'accord, du coup, non plus avec Françoise Dolto à propos de ses idées sur l'autonomie et l'éducation sans limite. Pourtant, ces idées sont souvent adoptées et appréciées pour leur respect et humanité envers l'enfant. Ne pensez-vous pas que certaines de ces idées peuvent être utilisées de manière équilibrée dans une éducation moderne ? Non, absolument pas. Alors bon, c'est tout un débat. C'est sûr que je serais mieux de me taire parce que ça fait 25 ans que ça passe pas, quoi. Quand je suis interviewé en Suisse, en Belgique, je peux dire librement des choses. Pas très doltoyenne. Ici aussi, vous pouvez le dire librement. C'est ce que j'entends et je vous remercie de la question. Mais dans notre culture, non, c'est une icône. Donc, de toute façon, quand il y a icône, il y a tabou. Donc, c'est-à-dire, on touche pas Non, à tous les niveaux. Et je rentrerai pas dans les détails sur l'autisme, les mères sont responsables et toutes les bêtises qui ont été dites en pathologie. Bon, je dis un peu des choses c'est pas un personnage très intéressant sur ce qu'elle a fait pendant la guerre et après la guerre. Non. La personne ne m'intéresse pas et surtout, sous couvert de respect de l'enfant, elle a dit des choses qui étaient aberrantes, c'est-à-dire que les parents sont traumatogènes pour elle. Mais c'est la psychanalyse. Les parents sont potentiellement traumatiques pour un enfant. Si le père fait preuve de trop d'autorité, il castre, il inhibe, donc l'autorité c'est nul. Si la maman est trop affective, je reprends les clichés de la psychanalyse, parce que c'est pas une histoire de genre, mais bon, imaginons que la maman soit fusionnelle, donc c'est pareil, elle inhibe, elle annule le désir de l'enfant. Donc quoi qu'on fasse, et tout son discours, c'est surtout à l'école, partout, pas d'autorité, c'est du nazisme, à la maison, laissez-les choisir, vêtements, rythme de vie, loisirs, l'heure du coucher, l'alimentation. On se rend pas compte, mais les gens qui défendent Françoise Dolto pour avoir beaucoup débattu là-dessus ne l'ont pas lu. Ils n'ont pas écouté son émission, c'est aussi simple que ça. Donc ils ont lu les exégèses de l'œuvre de Dolto qui sont faites par ses héritiers, mais ils n'ont pas lu. Quand on lit tous les langages, c'est un fou rire permanent, quoi. C'est complètement absurde, donc non. Mais bon, chez nous, c'est inscrit comme si c'était quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'effectivement, elle faisait partie de cette génération qui a dit l'enfant, c'est pas un légume. Bon, d'accord, mais enfin, ça a été dit avant, depuis John Dewey aux États-Unis, après avec Neil, le psychopédagogue écossais, etc., quoi. Donc c'était pas nouveau. Bon, bien sur le discours respect de l'enfant, mais quand on voit tout le détail qu'elle décline, c'est aberrant, quoi. Et malheureusement, l'éducation bienveillante à la française a repris tout ça.
Là, en ce moment, je publie mon livre sur l'autorité, mais ressort un bouquin d'une psychanalyste sur l'autorité expliquée aux enfants. C'est fou. C'est du Dolto, pas d'hiérarchie. Pas d'hiérarchie. Vous prenez l'autorité sans hiérarchie. On n'a pas dit une hiérarchie militaire, mais au-dessus de l'enfant, quoi. Voilà, il y a des choses que je peux faire, que tu peux pas faire. Et ils répètent tous que l'enfant a que des droits et que les parents n'ont que des obligations, quoi. Tout doit être tourné sur le développement personnel de l'enfant. Et à ce niveau-là, moi, je rejoins tout à fait. Alors, c'est dommage que je l'ai pas lu avant, quand j'écrivais le livre, mais la philosophe Hannah Arendt, où j'ai relu des choses sur son discours sur la critique de l'éducation. Et c'est fabuleux, parce qu'elle dit que tout vient de cette volonté égalitariste entre enfants et jeunes, parents et enfants. Et elle dit bien que si l'éducation, c'est le développement personnel, eh ben, on n'apprend pas le réel. Et je pense comme elle. Le développement personnel, sans doute, il faut que l'enfant s'épanouisse, mais il faut surtout qu'il apprenne le réel. À quoi ça sert d'être hyper valorisé si on ne sait pas que quand on sera amoureux de la petite brune, elle va choisir le grand blond? À quoi ça sert de t'es bon, t'es génial, et à la première note, ça s'effondre parce qu'on comprend pas pourquoi on n'a pas reconnu notre créativité. Enfin, oui, toutes ces choses-là. Donc, non, elle avait raison. Et en plus, elle disait, s'il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'enfant, elle le disait aussi, c'est la tyrannie des autres, c'est-à-dire la tyrannie de la majorité. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Il n'y a pas d'autorité dans beaucoup de familles. Où est-ce que vont les enfants? Sur les réseaux. Et c'est ça la tyrannie de la majorité, comme elle disait. On peut lutter 10 fois moins contre la majorité que, à la limite, contester un père ou une mère quand les idées sont pas les nôtres, quoi. Donc, elle visait juste, et bon, dommage que je l'ai lu après, mais ça rejoint tout à fait mes propos. Ben, c'est une façon beaucoup plus sophistiquée, sans doute, mais c'est cette volonté égalitariste dans l'éducation qui est mauvaise, une espèce de démocratie familiale que j'ai dénoncée, et ça vient de, effectivement, Françoise Dolto et ses sbires en 76, après 68, où il fallait surtout parler d'une éducation non autoritariste, parce que, comme vous l'avez dit, c'est évident que l'éducation qu'on avait reçue était pas bonne. Pas tout le monde, hein. Il y avait des gens, j'avais des amis, moi, qui avaient des parents assez sympas. Mais c'est vrai que c'était le pater familias, on discutait pas, la maman se taisait dans son coin, et puis on était coincés, en gros, entre le curé et le prof, on n'avait pas la parole. Donc ça, c'est de l'autoritarisme. C'est-à-dire, l'individu, tais-toi, t'as travail, famille, patrie. Donc il était bon, effectivement, que des gens se révoltent, et je crois que Dolto a pris le wagon en se disant, bah voilà, mais elle est allée trop fort dans la démocratie familiale, quoi. Alors il fallait retrouver une autorité juste, et tout a été détruit à ce moment-là. Et ma crainte, c'est ce que je disais dès l'introduction de mon livre, c'est on risque de retomber dans un mouvement de balancier. J'aime beaucoup Caroline Goldman, avec qui j'ai eu plusieurs entretiens, mais c'est vrai que le fil dans ta chambre, moi je suis pas contre, mais pour moi c'est une réponse, comme je dis, en aval, quoi. C'est quand on en a ras-le-bol, quoi, quand on veut couper le lien. Mais pour moi, c'est pas plus éducatif que la permissivité. L'autorité, elle doit être en amont. C'est pas fil dans ta chambre, mais c'est pas non plus fais ce que tu veux quand tu veux, je réponds à toutes tes questions, je respecte tous tes choix. C'est là que l'autorité intervient. Juste, je te respecte, mais il y a des choses que tu ne peux pas contourner parce que c'est la réalité, quoi. Mais c'est pas forcément que des sanctions ou des choses comme ça. Mais il en faut, je suis d'accord. Mais c'est un échec pour moi, la sanction. Donc l'autorité au quotidien, comment elle se manifeste? Quel est le bon régime, en fait, parental? Vous dites que c'est pas une démocratie, donc c'est quoi? C'est une autocratie? C'est quoi? C'est pas une autocratie, mais c'est effectivement quand on est chez ses parents. Je voyais une maman l'autre fois qui me disait mon ado, on a marre de faire Shabbat parce que apparemment dans la religion juive on peut pas manipuler tout ce qui est jeux électroniques, etc. Bon, je disais non, vous êtes de religion juive, il suit votre religion, quitte à ce qu'ils vous disent merde quand il sera majeur, j'en ai rien à taper. Mais vous êtes juif, on est catholique, ben oui, on est athée, je sais pas quoi. Là, c'est ça qui est terrible quand je vois qu'il n'y a pas d'autorité, c'est que les parents ne résistent pas à une opposition ou à une critique de l'enfant. Mais oui, il a raison de critiquer, de s'opposer, mais on a raison d'être plus fort en disant, mais c'est comme ça que je vis. Moi, je suis souvent exemple que tous mes enfants, mes 3 enfants, j'ai un fils et 2 filles, ils étaient obligés d'aller voir Bob Dylan dès que Dylan passait à Paris, quoi. Donc, mes copains d'époque me disaient, bah, Elon, tu veux les cloner, quoi. Et je disais non. Ma seconde, qui était admiratrice de Michael Jackson, je n'ai pas interdit d'écouter Michael Jackson, mais je voulais qu'elle écoute Dylan. Dylan, c'est moi. Dylan, c'est ce que j'ai créé. Elle connaît l'histoire et tout. Donc, sur les 3 enfants, il y en a un qui, l'aîné s'en fout un peu. La seconde est plutôt fan. Et la 3e dit que c'est une grand-mère qui chante mal. Donc, je les ai pas clonés, quoi. Je les ai pas clonés du tout, mais c'est ça, quand on dit que le parent doit redevenir influenceur, doit avoir une certaine autorité, c'est-à-dire, c'est qui mon père? C'est qui ma mère? Il croit en quoi?
Oui, il y a des expositions. Moi, je suis un cueilleur. Je vais pas aux expositions. C'est obligation de cueillir. Dès qu'il y avait, je sais pas quoi, des noisettes, des mûres ou même cueillir des fleurs. C'était le grand truc. Et ça faisait rire un peu mes copains qui, à l'époque, non, un enfant, laisse-le, il veut choisir quelque chose. Voilà, ils étaient aux autres tous les week-ends, quoi. Donc, en gros, ils suivaient le choix de leurs enfants. Moi, c'était mon choix. C'est vrai qu'un enfant, il disait pas, youplala, on va cueillir des marguerites ou des primes verts, mais il se rendait compte que, tiens, j'avais pas envie, et puis en cours de route, on a fait des bouquets, après on les a offerts à la grand-mère, etc. J'ai imposé ces choses-là, mais imposer ses goûts, son choix pour être un adulte significatif, c'est important, mais ne pas tout le temps imposer. C'est là que ça va pas. Parce que sinon, je vais reprendre les modèles des autoritaristes, c'est-à-dire, tu vas à la messe parce que je suis chrétien, tu lis Flaubert parce qu'il faut pas lire Boris Vian, etc. C'est pas ça mon truc, on ne lâche pas, mais on écoute. Et là, il y a de l'empathie envers son enfant qui est peut-être pas du tout dans notre culture. Moi, mon fils aîné, il a arrêté en 4e la scolarité. C'est pas un cérébral, donc j'ai enquiquiné pendant je ne sais combien de temps pour dire l'école c'est important, jusqu'à ce qu'un collègue éducateur me dise écoute, je t'emmène 15 jours à Pâques là, dans un resto, on va voir. Et il est revenu épanoui, et c'est là que je me suis dit, comme me disait mon collègue, c'est plutôt un manuel, plutôt un pragmatique. Il a fait l'apprentissage de serveur dès la 3e, et maintenant il est gérant d'une des grandes brasseries de Deauville. Donc comme quoi. La 2e, elle était plutôt un peu comme moi, extravertie, sans doute plus modélisée, je sais pas quoi, mais la dernière était par exemple artiste. Elle a fait Penningen et maintenant elle fait des choses créatives, rien à voir avec ma psychologie. Donc on n'est pas obligé de cloner ses enfants, c'est ça qu'on comprend pas. Mais j'ai toujours été un modèle tout en respectant ce qu'ils étaient. Et c'est ça que les parents ont du mal à faire. Parce qu'ils disent, mais si mon gamin n'a rien à taper de cette musique-là, de cette lecture-là, de cette activité-là, autant pas l'embêter. Si, parce qu'il va être séduit par ses copains. Et c'est la culture de jeune, dans ce cas-là, qui va rien proposer d'autre que ce que proposent les marchands. Les mêmes fringues, les mêmes goûts, les mêmes musiques. Quand je vois Taylor Swift, ça fait un peu... Pas Dylan, non? Non, mais je voudrais pas faire du lentille. Mais enfin, ça, c'est aberrant, quoi. Ça tient sur quoi? Certaines paroles de chansons, certains trucs, certains rythmes, mais une espèce de... Ils avalent, quoi. Enfin, ça me fait peur. Mais ça veut pas dire qu'il faut être contre, mais ça veut dire qui a pesé en face. Pas pour dire c'est nul, mais pour dire, ok, t'es fasciné par cette chanteuse-là, mais est-ce qu'il y a autre chose autour? Et quand j'entends les propos des fans, je me dis non, il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour. Donc, voilà. Donc, ça fait sans doute vieux réac de dire ça, mais bon. Quelle est la qualité ou les qualités essentielles d'un parent, on va dire, équilibré, en tout cas qui transmet de manière équilibrée? Il y en a plusieurs. Ce que j'ai entendu, c'est la transmission. Vous parlez de la transmission, en fait, oui, c'est ça? Moi, je crois que la qualité essentielle, c'est exister, montrer. C'est l'aspect modèle sans être exemplaire et parfait. Voilà, j'ai une spécificité. La qualité essentielle, vous l'avez dit, c'est la transmission. C'est-à-dire, je connais plus la réalité que toi, donc je me permets de t'en parler avant, de la sexualité, des goûts, des gens, d'autrui. Voilà, c'est ma conception du monde, quitte à ce qu'elle soit après critiquée, je m'en moque. Donc c'est proposer, c'est instruire, et puis c'est aussi avoir une certaine empathie, c'est-à-dire je reconnais la spécificité et la singularité de mon enfant, donc il y a des choses qui vont pas coller avec mes options morales, philosophiques et autres, quoi. Donc c'est les deux, une espèce de souplesse, quoi. Mais c'est vrai que je veux que ce soit quand même la présence de l'autorité parentale qui domine et non pas l'actualisation du potentiel de l'enfant. Il va s'actualiser beaucoup plus tard. Donc, moi, je pense que, un peu comme quelqu'un avait dit un jour, c'est comme quand on plante un arbre, au début, il faut beaucoup de tutorat, quoi, pour qu'il pousse droit. Et je me souviens, il y a eu un débat télévisé il y a 20 ans. Il y avait un colonel qui disait ça. Mes arbres, ils commencent avec des tuteurs pour pousser droit. Et il y avait quelqu'un beaucoup plus artiste qui disait, moi, j'ai envie d'avoir des arbres qui vont dans tous les sens. Et le colonel avait dit, si vous voulez des arbres tordus, c'est votre problème. Donc, c'était ça l'autoritarisme et la permissivité. C'est ni laisser l'arbre au vent, ce qui fait qu'il risque de plier au bout de 6 mois et peut-être qu'il va pas se développer, ni le tuteur qui va tout le temps le mettre droit, parce que si l'arbre a envie de se courber un peu. Donc c'est ça, il faut être dans la nuance. Moi, je crois que c'est l'intelligence de situation, l'autorité. Alors, qu'est-ce que le concept de synthèse de vie et comment influence-t-il notre comportement? Synthèse de vie, c'est bien prendre conscience que quand on est petit, on n'a pas cette pensée abstraite très distanciée qui fait que si votre maman
est pas très affective. On se dit pas, elle souffre de dépression avec un drôle de mari dans un drôle de contexte. On se dit, elle me touche pas, elle me câline pas, donc elle ne m'aime pas. Donc on a des synthèses très, très, très émotionnelles, très petites. Et ces synthèses-là peuvent effectivement changer par l'environnement, par des rencontres, qui déconstruisent et reconstruisent. Ça peut être plus tard, pourquoi pas par une thérapie, mais je crois quelquefois ça se fait beaucoup plus simplement avec les expériences de vie. Moi, combien j'ai vu de gens qui étaient effectivement très carencés, affectifs cette fois-ci, et qui effectivement s'étaient toujours dit je suis un mauvais objet, je suis pas digne d'amour, etc., et qui tombent sur l'amour de votre vie, et qui tout d'un coup se disent finalement, chez moi c'était comme ça, mais j'ai vu que mon conjoint, mon partenaire me donne ce dont j'avais besoin. Donc non, moi je suis très optimiste parce que ça bouge. Contrairement au déterminisme des hypothèses psy classiques, ça bouge et il n'y a pas besoin de 15 ans de divan, ça va très vite pour se dire qu'est-ce que je me raconte, etc. Même maintenant, quand je parle d'un père qui était quand même relativement absent ou injuste, c'est vrai que je vois très bien que j'ai des petits débuts de colère quand il y a de l'injustice, mais très vite je reprends conscience du truc. Attends, on confond pas. C'est pas ton père injuste qui est en train de causer, là, c'est un journaliste qui est critique. Donc c'est pas ta valeur qui est en jeu, c'est ton texte, etc. Donc oui, il y a toute une approche, et c'est ce qu'on appelle, nous, en psy, les approches cognitives. Est-ce qu'on peut se servir de son cortex, de sa réflexion, pour interpréter notre ressenti et l'analyser, mais pas l'analyser dans le sens symbolique, dans le réel. Enfin, c'est toute une autre approche. Alors, vous mentionnez que la parentalité est influencée par une multitude de facteurs, donc y compris le tempérament, le contexte socioculturel, on le disait tout à l'heure, et les croyances personnelles. Comment ces différents éléments interagissent concrètement dans votre concept de synthèse de vie? Comment ça fonctionne ensemble? Toujours pareil, oui, ce que vous dites, c'est les récits, effectivement. Là, on parlait de l'influence de notre histoire, selon ce qu'on a vécu, ce que disait mon père, ma mère, mais pas que. Ça peut être l'instituteur, ça peut être notre premier copain, notre première copine, c'est tout ça. Mais ça peut être aussi le sociétal. C'est évident que la génération de mes enfants, ils ont appris, les enfants des 68 arcs, comme on dit, il y avait le contexte sociétal qui continuait de dire n'écoute pas trop tes parents, quoi. C'était sociétal, quoi. Quelqu'un qui allait bien, c'est quelqu'un qui, effectivement, fréquentait ses copains et n'écoutait pas les parents. Donc, maintenant, ça serait autre chose. Donc, il y a plein d'influences. Mais le truc, c'est de se dire, quand j'agis et quand je ressens des émotions, que ce soit de la déprime, de l'angoisse et de la colère, c'est quoi, là, qui m'oblige à me comporter comme ça? Et je crois qu'on peut faire une sorte d'auto-analyse assez rapide, quoi. Comment ça se passe, ces synthèses de vie, ces récits intérieurs, quand on a été victime de traumatismes sévères et persistants? Je pense notamment, au stress post-traumatique suite à un événement dur. Le stress post-traumatique, c'est pareil. Donc, c'est inscrit dans la mémoire et ça va tout le temps se répéter. C'est évident que jusqu'à ce que, je sais pas quoi, je rencontre des gens dans ma profession et autres, cette hypersensibilité que j'avais à l'injustice, je ne vais pas dire que c'était un grand traumatisme, mais ça venait quand même de ce père qui était un peu caricatural, etc. Il y a des traumatismes beaucoup plus sévères, qui sont les agressions sexuelles, toutes ces choses-là, etc. Mais c'est le même processus, c'est-à-dire, souvent dans le traumatisme, les gens rangent ça trop vite, les gens refoulent pour essayer de vivre, alors que c'est l'inverse. Souvent, pour dépasser un traumatisme, c'est le reconnaître. Le reconnaître pour qu'il y ait une acceptation. Acceptation, c'est pas youplala, c'est comme ça fait partie de ma vie, qu'est-ce que je construis? Et non pas, je ne suis qu'une victime qui sera toujours victime de mon traumatisme. Oui, on est tout le temps victime de son traumatisme, parce que les schémas émotionnels sont là, ils sont inscrits, mémorisés, refoulés, tout ce que l'on veut. Mais ils peuvent se déconstruire. Ils vont pas disparaître jamais, mais ils peuvent se déconstruire. C'est-à-dire, je rigolais avec un copain l'autre jour qui est venu avec moi, parce qu'il est parti, donc il me rejoint, il a eu une crise d'angoisse dans la nuit. Et il me disait, c'est dingue, j'avais l'impression d'avoir le même sentiment d'abandon, comme il sait que je suis psy, il me causait de ça. Et je disais, oui, tu m'as souvent parlé de cette histoire où tu étais laissé comme ça chez les grands-parents, les parents s'occupaient pas de toi, donc oui, tu as sans doute eu une angoisse d'abandon très forte. Mais ton ressenti, tu l'auras, là, tu étais tout seul chez moi, ta femme n'est pas là, c'est peut-être revenu, etc. Mais tu peux le déconstruire en me disant, je risque à chaque fois que je me sens seul de revivre cet abandon initial, mais je peux me dire, maintenant, à l'âge que j'ai un copain qui a 2 chambres à côté, je peux lui parler, enfin, on peut retrouver de nouvelles pistes. Mais si on reste tout seul avec son ressenti, c'est cuit. Le problème, c'est comment on traite les traumatismes. Si on traite le traumatisme comme étant l'origine unique de votre mal-être, ouais, mais c'est surtout comment on sort du traumatisme. Et on voit qu'avec des techniques actuelles, quand on voit que des psychologues, vous savez, sont souvent sur des terrains traumatiques, on dit qu'est-ce qu'ils foutent là?
Si c'est pour que quelqu'un leur dise oui, attention, c'est un traumatisme, il va falloir faire gaffe pour toute votre vie, c'est foutu. Si c'est un cognitiviste qui leur dit qu'est-ce que tu te dis là quand t'es le rescapé du bus et que t'as 3 copains qui ont été massacrés, c'est là qu'on va déconstruire le traumatisme. C'est-à-dire au lieu d'être je suis coupable, je me sens pas bien, les autres sont morts et pas moi, est-ce qu'on peut très vite être disputé dans le trauma pour qu'on entende dire c'est le hasard, c'est l'accident, ça n'est pas moi, etc. Oui, c'est toute une méthode, mais qui est une autre méthode. C'est pas une méthode, je sais pas si je suis clair, de signification. C'est-à-dire, ça vient de là, ton problème, c'est une méthode de déconstruction du traumatisme, même s'il reviendra toujours. Alors, quand on est au milieu d'un désert médical et qu'on n'a pas accès à des gens comme vous, cognitivistes, comment on fait tout seul pour pouvoir se débarrasser ou déconstruire des idées qui nous empêchent d'avancer, qui nous font mal ? Surtout pas les mettre de côté, c'est-à-dire que souvent les gens disent « je ne veux pas repenser à ça », etc. Non, il faut y repenser. Il faut revoir même des scènes les plus terribles, donc on peut les visualiser, on peut réécouter des sons, réévoquer des odeurs, tout ce que l'on veut. Il ne faut pas mettre de côté et de se dire que ça s'est passé à ce moment-là avec ces personnes-là, si c'est par exemple un inceste ou je ne sais quoi, mais c'était la synthèse que j'ai faite forcément à cette époque-là, parce que je ne pouvais pas me dire que j'étais avec un parent alcoolique ou je ne sais quoi. Je ne pouvais rien dire non pas pour relativiser, mais pour constater la situation. Donc je crois qu'on peut le faire même sans un psy en se disant qu'est-ce que je me raconte à cette époque-là, qu'est-ce que j'en ai conclu, qu'est-ce que j'ai vu et c'est quoi la réalité, c'est quoi. Et on peut. C'est pour ça quand on reprend le sujet de l'autorité par exemple va faire médiation quand un enfant est malmené, traumatisé, maltraité en famille. Non pas simplement pleurer avec lui, empathie affective, mais avoir une empathie cognitive. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu en as subi des bien bonnes de harcèlement à l'école, empathie cognitive. On se dit pas oh là, c'est dur, j'en ai vécu des salopards comme ça. Non. Je sais que tu as vécu des choses dures et maintenant on va en parler. Et c'est ça, faire autorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as subi ? Et qu'est-ce que tu t'es dit, là, quand les autres t'ont traité de petit gros ou de connard ou de nain, etc., sur le physique, par exemple. Et c'est là que l'enfant va dire, je suis laid, je suis pas bien, je suis pas aimé. Et c'est là que le parent, qui a quand même une abstraction plus forte qu'un enfant, va lui dire, oui, petit, mais joueur d'échecs, va l'aider à relativiser tout ça. Mais un enfant tout seul peut pas se dire ça. Un enfant tout seul, il entend les colibés des autres, quoi. Donc, autorité, c'est ça aussi, c'est veiller sur le réel de l'enfant et le protéger. Justement, comment expliquez-vous le fait qu'il y ait des enfants qui soient plus perméables aux colibés de leurs copains, donc au harcèlement scolaire, que d'autres ? Alors, ça peut être une histoire de tempérament, de sensibilité. C'est évident qu'il y a des enfants qui sont plus durs que d'autres, etc. Mais c'est vrai que je rejoins quand même encore là une fois mon hypothèse de tolérance aux frustrations. Comme par hasard, quand je vois en ce moment en consultation des enfants ou des préados harcelés, souvent, ce ne sont pas que des enfants fragiles, hypersensibles, ce sont souvent des enfants qui n'acceptent pas que les autres soient méchants, difficiles. C'est-à-dire que la moindre frustration devient dramatique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais harcelés avec des petits nasillons là qui leur font du mal, mais il y a surtout beaucoup d'enfants, mais c'est un crime de lèse-majesté dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une... Alors je dis pas que c'est bien les cours de récré, mais quand même, c'est vrai que on apprenait quand même beaucoup plus tôt à notre époque qu'il y avait quand même tout le monde n'était pas gentil, quoi. Donc il fallait se défendre. Ça veut pas dire qu'il fallait agresser, mais il fallait s'attendre à ce que, quand on était grand, on se faisait traiter de girafe, quand on sur le physique, etc. Malheureusement, on n'était pas tellement aidé par les adultes. Il fallait accepter l'ensemble résignation. Mais maintenant que l'on sait qu'elle peut avoir un impact, je crois que l'adulte, il doit se mettre entre le harceleur et le harcelé, mais surtout protéger le harcelé, non pas simplement avec de l'amour, il en a besoin, mais lui apprendre la vie, quoi, en disant, mais écoute, je suis désolé, si tu mesures 1m40 à 19 ans, ils vont pas t'inviter au basket. C'est très con, mais c'est comme ça, c'est du bon sens, et ça, c'est pas dit. Combien de fois dans des consultations, les parents me disent, vous avez parlé de sa petite taille, c'est un drôle de psy, vous. Je dis oui, mais il en a parlé beaucoup parce qu'il pense qu'à ça, lui, quand il va à l'école, c'est qu'il est 2 têtes en dessous des autres. Oui, mais vous croyez que ça va lui faire du bien au niveau de l'estime de soi ? Non, je m'en moque de l'estime de soi. C'est l'acceptation inconditionnelle de soi. Comment tu vas vivre avec ta petite taille ? Comment tu vas te défendre quand il y a des connards qui te... C'est ça mon propos, c'est pas d'éviter le problème et de pleurer avec lui dans son mal-être. Donc en gros, si j'ai bien compris, le harceleur et le harcelé ont autant l'un et l'autre un défaut d'autorité ? Ah bah oui, le harceleur, oui, comment ça se fait qu'il y ait autant d'harceleurs, mais quand on voit effectivement les surveillants dans les cours de récré, même des, je sais pas quoi, qui surveillent rien, non, parce que on a beau dire, dans nos époques de blouse grise, les surveillants nous protégeaient de ça.
Ils voyaient tout de suite que, moi je me souviens, j'étais au lycée de Deauville, qui était la première école mixte à l'époque, dans les années 60, vous imaginez. Il y avait une sacrée protection du surveillant devant les prépubères qu'on était à harceler les filles. C'était un nono, pas dans le sens c'est mal, dans le sens, vous vous excitez pas comme ça les pulsionnels. Non, maintenant c'est la passivité, c'est oui mais c'est normal s'ils sont entre eux, donc il faut qu'ils causent. Non, mon truc c'est pas de noircir tout, c'est d'être réaliste. Avec les réseaux sociaux, Internet, etc., non, c'est pas les mêmes conversations dans les cours de récréation. Alors, je dis pas qu'il faut s'immiscer dans tout, mais être vigilant, tout simplement, de dire, tiens, marrant, ça, il y a un groupe, là, tout le monde se marre, il y en a un qui rigole pas. Pourquoi ? Alors, on vient de le voir, parmi les conséquences de l'absence d'autorité sur le développement de l'enfant, donc il y a les interactions entre eux, donc le harceleur, harcelé. D'ailleurs, vous citez un livre que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu quand j'étais jeune, Sa Majesté les mouches. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Oui, il y a la version du contresens de Rousseau que l'homme est fondamentalement bon, ce qu'il a jamais dit. Il n'arrête pas de dire justement que il faut de l'éducation. Mais enfin bon, on lui a un peu raté en ayant mis ses 5 gamins à l'assistance, donc c'est pas terrible. Mais c'est vrai que moi, je me bats contre cette idée, il est ni bon ni méchant, l'enfant. Il est en devenir. Donc effectivement, s'il est en devenir, c'est qu'il y a quelqu'un qui va l'éduquer, l'élever. Mais c'est vrai que sans autorité, j'ai toujours j'ai toujours défendu les idées, oui, de Goldwyn quand il disait, regardez, un accident d'avion, il n'y a plus d'adultes, vous avez vu ce que c'est qu'une société d'enfants. Société d'enfants, il y a tout de suite des leaders, des tout-puissants qui massacrent les autres. Comme quand je cite le bouquin de, je crois, Lebris, quand tous les ans, il proposait à ses élèves, alors qu'est-ce qui se passe dans un village? Imaginez, il y aurait plus d'adultes, et il ne pense qu'à casser, qu'à briser, je sais pas quoi, se gaver de bonbons, etc. C'est le pulsionnel. Alors évidemment, dans le temps, on disait, mais attention, le pulsionnel a été annulé par le surmoi terrible, etc. Mais s'il n'y a pas de surmoi, c'est le libre cours, si je reprends les termes freudiens, au ça, au pulsionnel. Donc est-ce qu'on peut avoir un surmoi qui n'écrabouille pas le ça? C'est simplement ça, mon histoire. Mais je suis d'accord, moi, quand il n'y a pas d'autorité, oui, c'est Sa Majesté des mouches, c'est les enfants tout-puissants, et on le voit bien dans tous ces problèmes que j'ai, moi, en consultation, qui sont de moins en moins des problèmes d'estime de soi qu'on avait il y a 30 ans, de confiance en soi, de fragilité. C'est toujours des colères chez les petits, parce qu'ils mangent pas ce qu'ils voudraient manger, ils peuvent pas choisir tout. Agressivité à l'école quand les autres existent, etc. C'est toujours ce que j'appelle des problèmes d'intolérance aux frustrations, parce que l'humain est pulsionnel. Donc si on n'apprend pas à réguler ces pulsions, on n'a pas dit les supprimer, comme voulait l'autoritarisme. Les réguler, c'est pas terrible, quoi. On avait vu, on citait sociologiquement après l'histoire de Naël et les émeutes, quand même, quand je ne sais combien de pourcentage disait qu'on a fait ça pour le fun. Là, il n'y a rien d'idéologique, là. C'est pour avoir des Nike toutes neuves, c'est pour, je sais pas quoi. Ce n'est pas pour défendre la maltraitance d'un ado par les forces de police, je ne sais quoi. Donc, c'est ça qui est dramatique, quoi. Il y a une espèce de confusion en ce moment, et on ne voit pas qu'il y a une montée de l'agressivité. Vous l'avez vu, quand même. Je causais à une journaliste belge. Le jour même, j'avais lu sur Internet, il y a un ado qui a lancé une plaque d'égout sur un chauffeur poids lourd et qui a été tué, le chauffeur. Et elle disait, oui, on a de plus en plus d'incidents comme ça. Alors bien sûr, pas forcément plus que dans le temps, parce que maintenant tout se sait, mais quand même, les agressivités contre les profs, les agressivités faciles comme ça, les harceleurs. Non, il y a un côté pulsionnel en ce moment, parce qu'on s'est dit, si on freine la pulsion, on inhibe l'humain dans son désir, etc., et on le tue. Non, freiner, c'est pas annuler la pulsion. Alors, quelles méthodes éducatives les parents peuvent utiliser pour freiner freiner la pulsion. La pulsion, c'est quoi? C'est le fameux striatum qu'on a dans la tête, là, le creuset du plaisir. C'est l'humain est branché pour le principe de plaisir. Donc, je veux tout de suite. Quand vous me demandez une recette, on va donc éduquer au pas tout de suite. Quand un enfant veut, parce qu'il se heurte à un jouet qui est difficile, veut changer de jouet, là, on peut faire une médiation qui est non, prends pas un autre jouet, continue, persévère. Je sais pas, quand un enfant veut un instrument de musique, veut jouer et qui refuse le solfège, le parent, au lieu de changer d'instrument ou de loisir ou de sport, doit lui dire mais non, c'est le solfège qui t'enquiquine. Donc on va t'aider dans cette période difficile. Pareil pour l'apprentissage de langue. S'il n'y a pas un adulte qui dit c'est normal de pas avoir envie de se taper des déclinaisons d'allemand ou du solfège ou de s'entraîner au foot. Donc c'est ça l'éducation à la frustration. C'est pas l'éducation au déplaisir, c'est l'éducation où on va t'aider
à élever ton seuil de tolérance, qui est comme tous les humains extrêmement bas, sauf certains tempéraments, il y en a, qui adorent se faire mal à l'école ou je sais pas quoi, ou avoir des heures de solfège. Mais ceux qui ont du mal, ça va être ça l'éducation. Je vais non pas te dire qu'est-ce que c'est plaisant, mais je vais t'apprendre ça. C'est un peu qu'on parlait tout à l'heure des mails. Mes beaux enfants du côté de ma fille vont venir 15 jours cet été. Et je sais qu'ils sont très addicts, comme beaucoup de jeunes, aux écrans et tout ça, mais je les ai déjà vus récemment et je leur disais, mais c'est dur aussi pour moi. Ouais, on n'est pas... C'est dur. J'ai envie de voir mes mails aussi, etc. Donc, ensemble, on va mettre nos trucs dans une boîte et puis on va essayer de faire autre chose. Mais on en parlait, t'y penses là, oui. Et voilà. Et puis, on dépasse le truc. Il faut qu'ils nous voient, mais pas comme des moralistes, comme des gens. Mais je suis comme toi, je suis pulsionnel. Moi, si Pénélope Cruz m'invite, je vais pas dire, oh là là, je vais aller voir le Vatican. Mais est-ce qu'on peut des fois réguler, s'empêcher? C'est tout ce que je dis. C'est pas le passage à l'acte, mais c'est pas non plus l'inhibition totale. Donc c'est pour ça, on peut en faire autorité quand on est réaliste, humain, pas quand on est moralisateur. Ça marchait pas dans le temps, ça. Les gens qui nous prêchaient, je sais pas quoi, la fidélité, la loyauté, on les voyait dans le quotidien, tu parles. Il y en a encore qui prêchent, Ah bah oui, mais parce que... oui, faites ce que je fais, faites pas ce que je dis. Ou... Ça n'a pas changé. Non, mais ceux-là, ce sont pour moi des autoritaristes dans le sens où ils font des morales de vie. C'est la moraline dont parlait Nietzsche, mais c'est pas une vraie morale pour enseigner le bien ou le mal. Non, c'est pas une morale, c'est faux cul. Le constat n'est pas seulement le mien quand l'on voit l'augmentation des comportements égocentriques, incivils, voire agressifs, quand on assiste à l'éclosion de nouvelles pathologies que j'ai qualifiées d'intolérance aux frustrations. Jusqu'à ce jour, la réponse reste la même. L'attitude humaine bienveillante peut et va renverser la tendance. Peut-être quand elle se manifeste par la compréhension, mais pas du tout quand elle traduit une simple indulgence. L'indulgence n'est pas la réponse adéquate à ce que j'appelle les comportements d'intolérance aux frustrations. Seules des autorités justes, bienveillantes, mais aussi et surtout conflictuelles, telles que je les ai définies dans l'essai, peuvent humaniser l'homme. Si en premier lieu l'autorité se doit d'être parentale, il est nécessaire d'en rencontrer d'autres. L'autorité ne saurait être unique. C'est en multipliant mes mentors que je ne suis pas devenu fan d'eux, membre d'eux, partisan d'eux, disciple d'eux. Il y a urgence. Car l'indulgence, cette tolérance craintive et passive, risque non seulement de nous jeter dans les bras des idéologies ou religions autoritaristes, mais aussi de nous précipiter doucement mais sûrement vers la destruction de notre environnement. Pour lutter contre l'effondrement de l'humanité et de son écologie, je ne cesse de répéter qu'il nous faut accepter ces humains qui se déshumanisent, mais aussi surtout relever le défi de les élever à nouveau. Les enfermements psychiatriques ou carcéraux, la multiplication des lois avec leur police, les dictatures ou pouvoirs tyranniques ne sauraient être la réponse adéquate. Ces déshumanisés ne sont pas des monstres, mais les hommes et des femmes, ce sont nos pères. Didier Pleu, vous avez choisi de nous lire un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Tout simplement parce qu'il résume tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire il y a un constat qui est alarmant au niveau d'une montée de ce que j'appelle l'intolérance aux frustrations. Mais l'intolérance aux frustrations, ça veut dire une incapacité à vivre la réalité et la réalité des autres, et qu'on ne peut pas répondre par simplement la bienveillance qu'on nous raconte depuis des décennies. C'est par l'amour qu'on va tout régler. Bien sûr, il faut de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, mon propos, ça va redevenir de l'autoritarisme. Et c'est pour ça que je parle surtout de attention à l'indulgence. C'est ce que je n'aime pas. Bienveillance, c'est compréhensif et indulgent. Je suis d'accord sur compréhensif, mais pas indulgent. Il y a des passages à l'acte d'enfant, il n'y a pas d'indulgence à avoir. Je comprends, mais je peux aussi sanctionner et interdire, etc. Donc, j'aime ce passage parce qu'il évoque aussi que si on ne trahit pas ça, alors on aura non seulement des petits nazions à un moment donné, mais on risque de les mettre dans la séduction des idéologies religieuses ou politiques. Ça voudrait dire que s'il n'y a pas d'autorité parentale et autres, ils vont vers d'autres autorités, des fausses autorités. Et je dis aussi dans ce passage que c'est un mal-être pour l'écologie, parce que si on laisse nos petits enfants, ados, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, c'est-à-dire dans l'immédiateté, ils ne seront jamais dans cette perception qu'il faut se freiner, s'empêcher pour que l'environnement, l'écologie
résistent. Mais il y a quand même des enfants adolescents qui sont écologistes et qui sont tolérants aux frustrations. Mon propos, c'est pas de dire que tout le monde est noir. Surtout pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que la punition vous coûte, vous, en tant que parent, en tant que papa. Oui. Comment, du coup, doit s'incarner, effectivement, quand on est parent, cette punition, puisque vous disiez tout à l'heure avec Caroline Goldman, voilà, le fil dans ta chambre, moi, je suis pas non plus trop pour, même si je suis pas contre non plus. Ça veut dire quoi, en fait? Comment travailler la sanction? Comment doit-elle s'incarner quand on est parent? Et à quel moment la sanctuariser, quoi? Non, fil dans ta chambre, c'est pour éteindre le feu. Donc, effectivement, il vaut mieux couper la relation que de redéfinir la règle, d'accueillir l'émotion et tout le tralala qu'on a entendu. Il faut bien à un moment donné que l'enfant ou l'ado se rende compte qu'il a franchi les barrières et que le parent n'est pas OK et que c'est peut-être ça qui va initier une sorte de culpabilité, une bonne culpabilité. J'ai fait quelque chose qui plaît pas. Et pour moi, c'est en aval. Alors quand vous dites comment faire, je crois que c'est aussi simple que ça. Quand on voit qu'un enfant n'arrête pas de brûler certains feux rouges, on établit un véritable code familial en disant écoute, s'il y a ça qui marche, renforcement positif, petite histoire du soir, je ne sais quoi, et si ça marche pas, je suis désolé, ce soir, je vois pas pourquoi je ferais ce plaisir-là. C'est les petites choses de bon sens, quoi. Tu poses des actes, positif, ok, si c'est négatif, on te l'a déjà dit, il y a des conséquences, mais pas des conséquences émotionnelles du style ras-le-bol, va dans ta chambre. Ouais, chez moi, c'était ça, on appliquait, voilà, c'est tout. On te l'a dit 40 fois, il n'y a pas besoin de se fâcher. Mais je répète, si les enfants transgressent sous les feux rouges, c'est qu'on n'a pas d'autorité en amont. C'est qu'il s'est passé quelque chose où il n'y a pas de cohérence parentale. Il y en a un des deux qui est Club Med et l'autre qui essaie de... Mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que quand justement quelqu'un disait « un fil dans ta chambre, je l'ai fait le jour de son anniversaire à ma fille. » Comment ça se fait qu'on en arrive le jour de l'anniversaire à dire à son ado « tu dégages ». C'est que, est-ce qu'elle a participé à la décoration, à l'invitation, à faire des gâteaux? Est-ce qu'elle s'est frustrée pour inviter? Non. Elle était toute puissante, donc, princesse. Elle a dû dire merde à sa mère parce que le gâteau n'était pas assez sucré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours remonter avant. Qu'est-ce qu'on a fait avant pour augmenter le seuil de tolérance? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu organises un truc. Est-ce qu'on laisse pas trop le choix aux enfants? En ce moment, c'est terrible, quand on voit, heureusement que des lois vont arriver pour le transgenre, etc. Mais enfin, quand on voit qu'on a laissé des ados de 14 ans choisir leur sexe à un moment donné, alors qu'on sait que, oui, il y a des orientations génétiques, biologiques qui sont incontournables, mais de toute façon, il faut quand même malheureusement attendre. Il y a du malheur. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, parce que j'ai pas envie d'être une fille, j'ai envie d'être un garçon. Donc, et puis qui se rendent compte après. Enfin, c'est fou. Le choix, c'est délétère pour l'éducation. Ça peut dire qu'il n'a pas de choix, mais pas tout choisir. C'est ça, l'autorité. Écoute, il y a des choses que tu peux pas choisir tout de suite parce que c'est trop tôt. Mais on n'ose pas. Par respect de l'enfant, on va dire, non, de quel droit, nous? Du droit qu'on connaît le réel mieux que d'autres. Point. Quelle est l'importance des mentors et des figures d'autorité extérieure dans le développement personnel de l'enfant ou de l'adolescent, du futur adulte? C'est pour ça que je suis très optimiste, mais le problème en ce moment, c'est que s'il n'y a pas d'autorité parentale en famille et par exemple à l'éducation, on l'a dit, dans les écoles, ils s'identifient à qui en ce moment? À Taylor Swift? Donc ça me fait peur. C'est vrai que notre génération a été gâtée quand même. C'est les figures dont je parle dans mon livre, que ce soit les Che Guevara, même le Christ, pourquoi pas. Bref, non, oui, l'adolescent a besoin d'identification, c'est-à-dire d'admirer quelqu'un. Alors, s'il l'a pas à la maison, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'influenceur numéro 1 soit le père ou la mère. Non pas dans le sens Dieu divin, mais regarde, c'est pas mal ce que je fais, ce que je te propose. Mais c'est vrai que quand il n'y avait pas ça, nous, on adorait les autres. Bon, quelquefois un peu trop, parce que je me souviens de tous ceux qui sont tombés, Mao, Trotsky, etc. Donc, ça devenait aberrant. Oui, on a besoin d'images d'identification, d'adultes significatifs, mais on peut les avoir chez soi et à l'école. Et en ce moment, j'ai du mal à les voir en famille et à l'école. Et ça fait peur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils risquent d'être séduits par des idéologies qui vont leur donner une espèce de kit du bien-être tout fait, et ça c'est très sécurisant. L'ado a besoin de se soumettre à une idée à un moment donné. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la rébellion qu'il veut en départ, c'est alimentez-moi. Donc si on n'alimente pas, on l'alimente, quitte à ce qu'il se rebelle. Mais ne pas l'alimenter, c'est la soumission. Ça fait peur. Mais je suis optimiste, parce que je crois qu'on a des mentors partout et on peut en trouver. Et à l'école? À l'école, il y a eu la même démission. C'est le même égalitarisme qui a été voulu. C'est l'apprenant qui était aussi valorisé que l'enseignant, quoi.
Donc entre les blouses grises et puis ce qu'on a vu maintenant, oui, il faut rétablir une autorité. Je n'ai pas dit que c'était forcément l'uniforme et tout le tralala, mais quand j'ai vu l'autre fois, je passais devant l'école de formation à Paris des enseignants, et il y avait des tas de posters sur les grilles, et c'était marqué empathie, compassion, bonheur, créativité. J'ai pas vu effort, autrui, etc. Je ne dis pas que c'est mal, compassion, empathie, créativité, mais il faudrait autre chose. Et quand je vois comment définissent j'ai vu ça l'autre jour sur un site, 2024, c'est un conseil aux futurs enseignants sur l'autorité. Alors ils disent, les premiers jours, il faut saquer ferme. Il faut, c'est ça, imposer l'autorité. Voilà, les premiers jours, pas une mouche qui vole. Mais très rapidement, il faut établir un lien avec l'enseigné, avec l'élève. Un lien positif, un lien d'empathie. Bon, ça commence. Et après, ils expliquent, si jamais un enfant, malgré tout ça, un ado est agressif, voilà le conseil, attention, c'est éducation nationale, Le conseil, c'est il a forcément un problème d'estime de soi, de confiance en soi, ne pas le confronter, ne pas le bousculer, mais tenir compte de sa fragilité. Alors j'ai envie de dire, oui, si c'est un introverti, battu, maltraité, etc., mais si c'est un big fucking baby dont je parle dans mon bouquin, non, ça va pas marcher, ça ne va pas marcher. Mais voilà ce qu'on enseigne en 2024. Et comment reconnaître le big fucking baby quand on est effectivement enseignant ou quand on est éducateur ? Big fucking baby, quand un enfant va pas bien, vous agresse, si en lui causant, en le respectant, en lui montrant des pistes, il arrête de passer des feux rouges, on a gagné. Si par contre, en causant à l'élève, en le respectant, en étant empathique, il continue à vous traiter dans papa-outé, là, c'est peut-être un intolérant en frustration. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on aide un élève et qu'il excelle dans une matière parce qu'il a été aidé, bien joué. Mais si, en faisant la même chose, l'autre fout rien, c'est qu'il en a rien à taper. C'est que ça l'emmerde, donc il le fait pas. C'est ça, le big fucking baby, c'est l'intolérance aux frustrations. C'est-à-dire, c'est pas venu comme ça, c'est que je n'aime pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Effectivement, s'il y a un endroit où normalement on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, c'est l'école, qui est le premier lieu de frustration. C'est l'apprentissage. Mais vous, quand vous étiez dans cette maison éducative, comment vous faisiez pour effectivement remettre dans le droit chemin, parce qu'il y avait un taux de récidive qui était quasiment nul ? Ah oui, complètement. Voilà. Comment vous faisiez pour remettre sur le droit chemin, entre guillemets, ces jeunes qui étaient déjà, délinquants ? Oui, puis délinquants sérieux. Et quand je suis allé au Canada, c'était des jeunes assassins. C'était pas simplement des voleurs de mobylettes. On faisait de l'approche affective, dans le sens où effectivement, respect de l'enfant, être avec lui, l'accompagner, empathie, bienveillance, etc., dans le sens où il sent qu'il est important pour quelqu'un, mais il y avait tout l'aspect éducatif. Rattrapage scolaire, formation professionnelle, et toutes ces petites choses du style, quand ils passaient à table dans un internat, ceux qui mettaient la table, ceux qui desservaient le couvert, ceux qui faisaient leur lit, il fallait que ce soit toutes ces contraintes. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un joyeux mix de respect et de contraintes. J'ai entendu à la radio l'autre jour, alors c'est con parce que c'est un soldat qui dit ça, un Américain bardé de médailles. Il dit, si vous n'êtes pas capable de faire votre lit le matin, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable de faire une petite chose, vous ne ferez pas de grandes choses. C'est con que ce soit un militaire, mais je crois que ça commence par le lit. Et très souvent, quand mes enfants ou petits-enfants viennent chez moi, par les enfants, maintenant les petits-enfants, on commence par « tu as fait ton lit ?» C'est bête, mais c'est du bon sens. C'est-à-dire, si je commence pas une grande contrainte à l'heure c'est plus les mêmes lits qu'avant, c'est des couettes. Mais si on commence, justement, à ne pas exiger l'hygiène, faire son lit, ces petits trucs, on aura beaucoup de mal après à demander à un enfant de partage ton dessert avec ta sœur ou aide-moi, je suis en train de tondre la pelouse. C'est très bête, c'est du bon sens. C'est pour ça, j'arrête pas de dire dans le bouquin, bon sens, ça veut pas dire qu'on est ras des pâqueresses, ça veut dire on n'est plus séduit par des théories toutes faites, des kits. Comment est reçu votre livre ? Comment il est reçu, là ? Ouais, il vient de sortir, mais du coup... Plutôt bien, là. Dès que je cause un peu à la radio, etc., les ventes se portent bien. Non, parce que c'est d'actualité. Moi, je n'ai pas fait exprès. Tout le monde parle d'autorité, donc moi, c'était la suite. D'ailleurs, les Suisses ont bien compris le truc. Ils ont mis Éducation bienveillante, tome 2. Donc, c'était ça. C'était un peu mon tome 2. C'est pas tout de dire l'éducation bienveillante, c'est à la française, mais voilà ce qu'il faut. C'est de l'autorité. Et je voulais faire ce bouquin-là parce que l'autorité, dans notre culture, c'est un vilain mot. Alors que c'est pas un vilain mot. Faire autorité, je trouve ça beau comme mot. Moi. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ? Si. Ouais. D'abord, j'étais éducateur quand même, et j'ai fait mes études de psycho en étant éducateur spécialisé. J'ai fait ce métier pour aider les autres, tout simplement. Voilà, m'occuper de délinquants, des gens déshérités en internat. Et puis après, j'ai voulu changer un peu et je suis devenu psy, mais oui, pour aider les autres.
Comment c'est venu jusqu'à vous, cette volonté d'aider les autres ? J'en sais rien. Est-ce que c'est mon oncle curé ? Est-ce que c'est les mentors dont j'ai parlé ? Ces gens qui effectivement avaient un idéal, même si on m'a dit récemment que Che Guevara était un grand salopard à Cuba, enfin il est quand même mort sous les balles des gens. Non, je crois que c'est toutes ces influences-là ont fait que. Puis on était quand même des grands romantiques. Les 16 ans, 68, c'était l'humanisme avant tout. Il y avait les libertaires, tout pour ma gueule, qu'on continuait, mais il y avait beaucoup d'humanistes, c'est-à-dire, est-ce que la classe ouvrière peut être aussi respectée que d'autres ? Est-ce qu'on peut arrêter la guerre du Vietnam, l'URSS en Tchécoslovaquie ? Non, on était des humanistes, parce que c'était pas encore l'époque du gaffe-toi. Et pour vous, Françoise Dolto, vous la mettez dans quelle case ? Opportuniste, tout simplement. Pourquoi ? On peut pas être pétainiste en 43 et être trotskiste en 46 et être 68ard en 75. Didier Pleu, en quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? En l'homme. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Je sais pas, moi, dès que je me lève le matin, je suis content de vivre. Donc, j'ai une définition du bonheur assez simple. Ce qui m'émeut, c'est toujours les injustices, les démunis. C'est pour ça que je continue ce combat, parce que quand je vois mes big fucking baby, moi, je les aime bien, mais ils sont malheureux, quoi. Donc, non, ce qui m'émeut, c'est que c'est tellement simple, l'éducation, et on va dans le mur avec tout ce que j'entends constamment. Et ça continue, quoi. Laissez-les libres, laissez-les choisir, moins de parents, moins d'adultes. Maintenant, oui, ça m'agace. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est le tous azimuts qu'on voit et qui, à mon avis, vient quand même de cette histoire de carence éducative, quoi. Quand je vois tous ces potentats, ces Poutine, ces petits dictateurs, ces petits fachos. Parce que quand on voit les biographies de ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui ont été maltraités. Ce sont des gens qui sont tout puissants. Donc, oui, ça m'inquiète parce que je ne pense pas que on le voit bien dans le populisme, je ne pense pas que cette génération, je dis pas toute la génération, mais ceux que je décris comme étant moi, égocentriques, vont être séduits par des Trump et des Poutine, ça leur parle, ça. Les enfants intolérants, frustration, adorent les tyrans, parce que, voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Non, je me mets plus en colère, moi. Enfin, ça m'agace, ça m'énerve. Colère, ça voudrait dire que ça devrait pas exister. Donc, c'est comme si je disais, ça me tue d'avoir encore des parents doltoyens en 2024. Non, ça me tue pas. C'est en France, c'est comme ça. Si je veux respirer, je vais en Belgique et en Suisse. Non, en colère, non, je suis pas en colère. C'est très frustrant. Et donc, je continue ma petite mission, entre guillemets, quoi. Je lâche pas. Si je suis aux émotions, c'est pas bon. Enfin, aux émotions dysfonctionnelles, ça donne rien de gueuler. C'est pour ça que je ferais mieux quelquefois de censurer tous les passages sur Dolto. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Dans la vie ? Ouais. Comme tout le monde, de jouir de la vie, bien manger, aimer, je sais pas, avoir des enfants. Enfin, c'est pas la frustration qui me met. Je sais que je dois équilibrer avec du frustrant pour vivre bien, parce que quand on a mon âge, si je commence à être toujours carpe diem, faut aussi que je prépare la suite, quoi. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites, qui résonne en vous et qui vous fait du bien ? J'ai toujours dit la même chose, c'est habiter sa parole. Ça vient de Louis Casali, là, celui qui m'a instruit et enseigné avec les délinquants. Oui, habiter sa parole. Oui, c'est dans votre livre d'ailleurs. Eh bien, merci Didier Pleu. C'est moi, voilà. Nous voilà arrivés à la fin de cet entretien enrichissant avec Didier Pleu. Au cours de cette discussion, nous avons exploré les critiques qu'il adresse aux théories déterministes en psychologie et la richesse de son concept de synthèse de vie. Ces échanges nous ont permis de remettre en question certaines idées reçues sur la parentalité et l'influence de notre enfance sur notre rôle de parent. Didier Pleu nous a offert une vision nuancée et pragmatique, soulignant l'importance de multiples facteurs dans le développement humain et la parentalité. Sa perspective nous rappelle que, bien que notre passé puisse influencer notre présent, nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas. Cette capacité à déconstruire et reconstruire nos expériences émotionnelles est essentielle pour évoluer. Cependant, il est important de noter que cette approche, bien qu'aspirante, n'est pas sans ses critiques. Certains pourraient argumenter que Didier Pleu minimise l'impact des traumatismes de l'enfance ou sous-estime la complexité de certaines dynamiques familiales. D'autres pourraient contester son rejet des théories psychanalytiques classiques, estimant qu'elles conservent une pertinence dans l'analyse des comportements parentaux et infantiles. Néanmoins,
La force de l'argumentation de Didier Pleu réside dans son appel à une réflexion plus large et intégrative, qui va au-delà des explications simplistes et unidimensionnelles. Il nous encourage à adopter une vision plus holistique et proactive de notre développement personnel et de notre rôle parental. Merci à Didier Pleu pour cette discussion riche et stimulante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. Nous espérons que cette conversation vous a apporté des éclairages nouveaux et utiles. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à continuer cette discussion avec nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluminew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.